Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir donc en direct de Milipol sur notre plateau télé où on évoque à présent la question du maintien de l'ordre. On l'a évoqué il y a quelques instants, notamment avec la porte-parole de la police nationale qui était avec nous. Alors effectivement, depuis 2013, on évoque plus de 400 manifestations antigouvernementales dans 132 pays. C'est dire effectivement que c'est un phénomène qui s'étend à l'ensemble de la planète. Alors évidemment la France, mais également Hong Kong, le Chili, Washington, le Brésil. On ne peut pas citer tous les États, mais on voit bien que ça n'est pas effectivement un phénomène circonstancié, notamment à la France. Ce que l'on constate également, ce sont des épisodes de plus en plus violents, et on le voit effectivement dans les victimes qui sont faites des deux côtés, puisqu'effectivement au cœur des manifestations, mais aussi des forces de l'ordre où beaucoup donc des opérationnels sont touchés. Un coût estimé à au moins 1 milliard d'euros en France sur 2023. C'est effectivement dire l'ampleur des dégâts qui s'opèrent. Face à cette montée des violences au cœur des manifestations, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le commissaire de police Sébastien Malzieu. Merci beaucoup d'être avec nous ici sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chef d'état-major adjoint à la direction centrale des CRS, et donc vous êtes finalement au cœur de ce sujet, un opérationnel qui connaissait bien ces phénomènes de manifestations de plus en plus violentes. On ne parle pas des manifestations évidemment pacifistes, mais de celles qui dégradent l'ordre public. Quels sont les enjeux sécuritaires auxquels les CRS doivent faire face aujourd'hui? Bien, bonjour, merci de m'avoir invité d'abord. Et puis alors les enjeux, les trois grands enjeux pour la direction centrale des CRS, pour la police nationale d'ailleurs plus généralement, mais pour la direction centrale des CRS, vous l'avez souligné, les manifestations d'abord, évidemment celles qui occasionnent des troubles majeurs à l'ordre public, des manifestations qu'on a pu voir comme les Gilets jaunes il y a quelques années, les JNA retraite, les manifestations, on va dire, légales, celles que nos concitoyens peuvent utiliser pour exprimer ou revendiquer, mais qui, dans un certain nombre de cas, provoquent des dégradations ou des violences extrêmement graves. D'abord, la gestion de ces manifestations. Le deuxième enjeu pour la direction centrale des CRS, c'est évidemment la gestion des opérations de violence urbaine graves et là aussi majeures. Je pense aux émeutes, notamment de cette année, de la fin du mois de juin, du début du mois de juillet, qui constituent un enjeu extrêmement important pour la direction centrale des CRS. On n'est pas dans les opérations de maintien de l'ordre traditionnelles, même lorsque le maintien de l'ordre est violent. On est vraiment dans une situation différente. Ça constitue un enjeu. Puis je crois que je manquerais à tous mes devoirs si je ne citais pas évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qui constituent un enjeu qu'on a dès 2024 en perspective et sur lequel nous travaillons beaucoup depuis déjà nombreux mois. On va revenir bien sûr sur les Jeux Olympiques, et d'ailleurs ça fait partie des nombreux sujets qu'on aborde sur ce plateau, mais qu'on aborde globalement évidemment sur Milipol. Et puis derrière Paris 2024, il y a aussi Los Angeles 2028, et on sait qu'il y a aussi des coopérations fortes et quelque part une volonté de continuité aussi des organisateurs, et donc c'est évidemment important. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui sur le sujet du maintien de l'ordre dont on vient de parler, des évolutions que vous percevez sur le terrain et qui implique finalement aussi une évolution de vos missions, de votre doctrine, de votre cadre d'emploi? Oui, tout à fait. Alors, on le disait, d'abord des manifestations ou des opérations de violence urbaine, je ne sais pas comment parfois il faut les qualifier, en tout cas des troubles urbains majeurs qui se déclenchent de manière extrêmement rapide, parfois sans qu'il n'y ait eu de signaux faibles pour pouvoir les anticiper. Peuvent naître à la suite d'un fait divers dramatique, peuvent naître aussi à l'occasion de la discussion d'un texte de loi, peuvent naître à l'occasion de tout événement en définitive. Donc quelque chose qui peut naître très rapidement, sans beaucoup de signes précurseurs d'abord. Une capacité à mobiliser très rapide. Les réseaux sociaux sont extrêmement utilisés notamment. Nous avons là aussi un contexte d'hypermédiatisation. Et puis pour finir, ce que je disais juste avant, une hyperviolence décomplexée parfois. Donc ces évolutions-là nous ont obligés à nous adapter. Alors des adaptations à venir, mais surtout des adaptations que nous avons menées, évidemment sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police nationale. D'abord,
l'élaboration d'un schéma national du maintien de l'ordre, ça c'est absolument fondamental parce que c'est la première fois qu'il y a un texte et des éléments qui permettent de cadrer les choses. Alors les choses étaient cadrées pour une certaine partie, mais là elles sont écrites, elles sont définies et c'est d'abord tout le maintien de l'ordre à la française, qui est d'abord de continuer à engager des forces spécialisées dans le domaine du maintien de l'ordre. On ne fait pas du maintien de l'ordre et on ne mène pas des opérations de maintien de l'ordre avec n'importe quel type de policier. On le fait avec des unités spécialisées. Pour la police nationale, ce sont les compagnies républicaines de sécurité, tout particulièrement, mais d'autres unités peuvent avoir cette spécialité. Évidemment, on repousse l'usage de la force. C'est ça aussi le maintien de l'ordre à la française, c'est repousser le plus longtemps possible l'usage de la force. Donc avoir des unités professionnelles, comme je le disais, résistantes au choc, très résistantes au choc. Et on en parlera certainement ensuite dans les équipements, etc., et la technologie, mais des unités résistantes au choc, donc disciplinées, formées, entraînées en permanence, et dont le maintien de l'ordre est le cœur de métier. Et puis, évidemment, le maintien de l'ordre à la française, c'est une fois qu'on emploie la force, une fois qu'on est amené à employer la force, c'est l'employer d'une manière graduée et proportionnée. Ça, c'est le maintien de l'ordre à la française, avec le maintien à distance du public. Mais lorsque nous sommes dans les évolutions qu'on a évoquées juste avant, eh bien, il faut aussi avoir cette stratégie d'intervention au contact, de manière extrêmement ferme, quand les dégradations ou quand les violences sont extrêmement graves. Eh bien, dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre, il y a ces possibilités. Le schéma national du maintien de l'ordre, c'est beaucoup d'autres choses, évidemment. Ça garantit un peu plus encore le caractère démocratique de nos opérations. Et les adaptations à venir, j'en parlerai après si vous me posez la question. Effectivement, vous l'évoquiez à l'instant, ça nécessite une adaptation de la formation, une évolution, une spécialisation, parce qu'effectivement, les missions qui sont celles notamment des CRS sont très particulières et doivent être évidemment accompagnées et encadrées. Il y a besoin également d'équipements. Il y a besoin aussi de plus d'hommes, parce qu'on le voit avec cette multiplicité des crises qui surviennent souvent en même temps ou qui s'enchevêtrent. Et donc, finalement, on est dans un monde un peu de permacrise. Hein. Elle ne s'arrête plus. Comment est-ce que vous adressez cette dimension de l'humain qui est quand même au cœur du dispositif et donc il faut plus de recrutement? Comment est-ce que vous adressez cette dimension? Puis sur la partie technologique, on y revient après. Très bien. Alors pour la partie moyens humains, évidemment, il faut alors d'abord de l'organisation, bien sûr, et réorganisation quand c'est nécessaire. Bon, en l'occurrence, pour la direction centrale des CRS, vous venez de le dire, des recrutements. C'est surtout la transformation en juillet 2021 de la CRS numéro 8 en compagnie de CRS de nouvelle génération, qui a été inaugurée par le ministre de l'Intérieur en juillet 2021 et qui nous a permis de disposer là d'une unité de 200 opérateurs capable, H24, 7 jours sur 7, de pouvoir en 15 minutes être projeté et déployé en tout point du territoire, que ce soit le territoire métropolitain ou beaucoup plus loin, on l'a vu à Mayotte notamment. Le ministre de l'Intérieur a souhaité que cette CRS soit le modèle de 4 futures unités que nous allons créer. Et sur ces 4 futures unités, je vous annonce que 3 seront opérationnelles d'ici quelques jours. Donc 3 nouvelles compagnies de CRS de nouvelle génération qui seront opérationnelles dans quelques jours à côté de Nantes, à côté de Lyon et à Marseille. La CRS 8 étant en région parisienne, à Bièvre. Donc ces unités de CRS de nouvelle génération sont des unités donc, capables de se déployer en un quart d'heure, en tout cas d'être projetées en un quart d'heure en tout point du territoire. Elles sont toutes sur le même modèle, H24, disponibles 7 jours sur 7. Leur mission, c'est évidemment les manifestations dans lesquelles nous attendons des violences d'intensité très importante. Ce sont également ces violences urbaines, ces troubles urbains, ces émeutes. Ça dépend des termes que l'on veut employer, en tout cas ce à quoi on a pu assister cette année. Et là, c'est tout particulièrement leur cœur de métier, là où il y a une intensité très importante. Et puis évidemment, elles sont aussi destinées à appuyer tous les autres services de la police nationale qui en font la demande sur leur cœur de métier.
Sur la partie technologique, on sait que c'est aussi un appui, un soutien important pour les opérationnels. Alors évidemment, on imagine, on aimerait savoir les besoins qui sont les vôtres pour donc la partie, on va dire, déploiement physique des forces et donc des moyens dont elles ont besoin lorsqu'elles sont engagées sur une manifestation pour repousser, tenir à l'écart, mais aussi dans le cadre de l'engagement lorsque c'est nécessaire. Puis aussi la dimension d'anticipation dont vous parliez avec ces réseaux sociaux et cette hypermédiatisation, notamment peut-être des outils qui vous permettraient de détecter des signaux faibles et qui vous permettraient peut-être d'anticiper ces émeutes, même si on comprend que c'est compliqué, mais peut-être que là, l'intelligence artificielle peut être utile aux forces de sécurité. Alors, je vais répondre à la dernière question, mais pour ce qui est de l'anticipation, la veille des réseaux sociaux, la détection, etc., ça, c'est plutôt le travail du renseignement territorial. Donc, pour ce qui est CRS, pour les CRS, nous faisons, pas de renseignement vous à avez une proprement parler. coopération avec Nous ces avons une coopération, services. évidemment, avec l'ensemble des services de la police nationale, que ce soit dans les territoires ou à la préfecture de police à Paris. Mais ce travail-là est fait par le renseignement territorial et nous échangeons avec eux. Et c'est d'ailleurs à la lecture de leurs analyses que nous mettons en place les dispositifs ou que les préfets, surtout de départements, sollicitent des unités de force mobile. Pour ce qui est de la technologie, évidemment, alors ça, la technologie, les équipements, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Les CRS, au-delà de l'intervention, c'est d'abord une fabuleuse entreprise de logistique. Et donc, à cet égard, on a besoin évidemment de tous les matériels, tous les équipements nécessaires au soutien et à la projection de nos forces. Ça, c'est très important. Évidemment, en opération, quand ils sont projetés à plusieurs centaines de kilomètres, il faut qu'ils continuent à se nourrir, il faut qu'ils puissent se loger, il faut que le matériel soit entretenu, il faut que la formation se poursuive, leurs entraînements, quand ils partent plusieurs semaines. Donc tout ça évidemment, est très important. Et puis alors, évidemment, en termes d'équipement de protection, leurs vêtements déjà, leurs uniformes doivent être le plus inifugés possible. Et là, c'est un petit peu certainement, comme beaucoup d'autres métiers ou comme les militaires, le meilleur compromis entre la mobilité et la sécurité, la protection. Donc ça, c'est quelque chose que nous recherchons en permanence. C'est un travail qui est mené aussi par les services d'achat du ministère de l'Intérieur pour, au contact des entreprises, trouver les matériels, les équipements les plus performants. D'abord, que nos effectifs soient le mieux protégés possible, mais que la mobilité soit garantie pour qu'ils puissent intervenir et travailler. Donc ça, c'est absolument fondamental. Ça va des vêtements aux équipements, aux gilets pare-balles, aux équipements de protection, tout ce qui permet de lutter contre les jets d'acide, tout ce qui permet de lutter contre le feu aussi, et puis aussi beaucoup contre les projectiles dont nos hommes sont très souvent les victimes. On le voit avec ces tirs de feu d'artifice en tir tendu qui sont réalisés sur nos effectifs et qui peuvent encourir des blessures extrêmement graves. Donc c'est là où ce compromis doit être trouvé. On avance de plus en plus sur ces sujets. Les équipements de protection d'aujourd'hui, si on revenait en 1944, à l'époque où les CRS ont été créés, évidemment, on verrait que les équipements étaient beaucoup moins performants à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus performants, mais c'est une recherche permanente pour la direction centrale des CRS et la police nationale en général que d'avoir des équipements de protection. Et pour ce qui est de la technologie, proprement dite, nous avons besoin de beaucoup de choses. On a besoin, là aussi, dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre, beaucoup de prospectives. Trouver, nous aussi, des moyens qui permettent de blesser le moins possible les gens qui s'expriment, parfois avec grande violence. Nous, par déontologie, notre éthique nous impose de mettre en œuvre des manœuvres, des moyens qui sont les moins vulnérables possibles. Alors ça, c'est aussi un gros sujet. On parle très souvent du lanceur de balles de défense, que les CRS d'ailleurs utilisent pas en opération de maintien de l'ordre, ou en tout cas pas pour les dispersions. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Trouver des moyens qui permettent de neutraliser l'attaque, entre guillemets, sans occasionner de blessures graves. Ça, c'est un enjeu pour nous qui est permanent. Qui est permanent. Peut-être un point sur l'actualité, on l'a compris, donc les CRS célébreront leurs 80 ans l'année prochaine, mais on aura aussi les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on a le grand plaisir d'accueillir sur l'ensemble du territoire national. C'est un enjeu, évidemment, auquel vous vous préparez comme l'ensemble des forces de sécurité de notre pays. Comment est-ce que vous adressez cette dimension? Quel sera le rôle, notamment, de l'ensemble des CRS dans ce dispositif assez extraordinaire? Oui, tout à fait. Alors, le dispositif, d'abord,
les CRS participeront dans la capacité de leur capacité, justement, l'étendue la plus large de leur spécialité, de leur capacité opérationnelle et logistique aux Jeux Olympiques. Donc nous sommes dédiés dans la totalité à réaliser les missions qui nous seront confiées pendant les Jeux Olympiques. Donc beaucoup de missions, évidemment. D'abord, il y a le relais de la flamme. Le relais de la flamme qui va durer quasiment 3 mois sur tout le territoire national, métropolitain, mais aussi à l'extérieur, en Outre-mer. Donc d'abord, ce relais de la flamme, assurer la sécurité au plus près de cette flamme. Nous avons également, évidemment, les pics, les cérémonies d'ouverture, les road events, les cérémonies de clôture, je veux dire des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques d'ailleurs, et puis tous les sites de compétition. Beaucoup en région parisienne, il y en a quand même aussi dans les territoires, évidemment. Donc là, nous serons dédiés dans nos spécialités, toutes nos spécialités, ça va des motocyclistes, des moyens nautiques, des tireurs de précision, des unités de maintien de l'ordre, qu'on appelle nous les unités de service général, les unités motocyclistes zonales, je le disais avant, les compagnies autoroutières, notamment autour de Paris, les 1500 km d'autoroutes qui sont gérées par les compagnies républicaines de sécurité. Et donc, dans toutes nos spécialités, on va être présent sur ces Jeux Olympiques. Et j'oubliais la montagne, parce que peut-être y aura-t-il la montagne, mais surtout il y aura techniciens pour les interventions de grande hauteur. Nous serons mobilisés sur l'ensemble des spectres sur lesquels nous travaillons habituellement. Commissaire Malzieu, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Milipol continue.